Après avoir défini la matrice d'une famille de vecteurs dans une base, nous pouvons maintenant définir la matrice d'une application linéaire. Là encore, nous allons devoir fixer des EV ainsi que des bases. Donc nous allons prendre E, un KEV, de dimension P. Alors pourquoi P et non pas N comme d'habitude? On va le voir, c'est l'espace d'arrivée grand F qui sera de dimension N, pour que la matrice qu'on va définir soit de taille NP, ce qui est la notation habituelle. Donc il y a une inversion, on aura une application d'un espace de dimension P dans un espace de dimension N, et la matrice sera de taille NP. Donc ici K et E est de dimension P. Nous en prenons une base B que nous allons nommer E1EP, dont les vecteurs seront E1EP, et nous prenons un deuxième KEF de dimension N, donc. Et là-dedans, nous prenons une base C. Nous en prenons une base C dont nous nommons les vecteurs F1 jusqu'à Fn. Et nous fixons une application linéaire U de E dans F. Alors une notation que nous allons utiliser fréquemment, qui est assez habituelle, c'est de noter U de B, la famille dont les vecteurs sont les images par U des vecteurs de la base B. Donc U de E1, U de E2 jusqu'à U de EP. Donc ce que nous appelons la matrice de U relativement aux bases B et C. Alors parfois on dit aussi 2B dans C. C'est la matrice de la famille de vecteurs U de B que l'on écrit dans la base C. Et cette matrice, on peut la noter comme elle est notée là, mais la dénomination habituelle, c'est de la noter mat de B dans C de U. Ou d'ailleurs, souvent aussi, avec juste un M de B dans C de U. Alors, petite remarque, si nous avons affaire à un endomorphisme, que l'espace d'arrivée est égal à l'espace de départ et que les bases d'arrivée et de départ sont les mêmes, on ne répète pas la matrice, enfin on ne répète pas deux fois la base B, on ne note pas mat de B dans B de U, on note plus simplement mat de B de U. Donc quand vous voyez une seule base en indice, cela signifie que cette base est à la fois la base de départ et la base d'arrivée. Souvent, donc là on peut mettre, c'est une définition. Souvent on fait un petit schéma pour spécifier ça. Quand nous avons une application U de E dans F, très souvent on dessine ça. Maintenant, si l'on précise les bases au départ et à l'arrivée, en plus de U, nous pouvons à U relativement à ces bases associer une matrice, la matrice de U de B dans C. Pour l'instant, ce schéma ne paraît peut-être pas très indispensable. Nous verrons que quand nous allons commencer à composer plusieurs applications linéaires dans plusieurs EV avec plus que deux bases, ou que nous faisons des changements de base au sein d'un même EV, il sera assez pratique d'avoir ce type de schéma. Pas indispensable, il y a d'autres moyens mémotechniques, mais ce type de schéma peut être très pratique. Donc, nous allons tout simplement donner des exemples. Commençons simplement avec un exemple où nous allons prendre R2 comme espace de départ, comme espace de départ seulement, et nous allons prendre R3 comme espace d'arrivée. Ce serait d'ailleurs plus logique de noter les choses comme ceci. Alors il va falloir fixer une base dans une base de E et une base de F. Donc comme base de... Je vais faire plusieurs choix possibles, c'est-à-dire que nous allons donner plusieurs exemples à partir de ce E et de ce F là, avec la même application linéaire, mais en changeant les bases, pour voir qu'en changeant les bases, la matrice change. Ce qui est logique puisque les coordonnées changent. Donc nous allons commencer tout d'abord par donner un exemple tout simplement avec les bases canoniques. Donner des noms aux vecteurs est tout de même assez pratique. Donc nous allons prendre C1, la base canonique de R2,
et C2 que nous appellerons E'1, E'2, E'3. Non, je vais plutôt l'appeler F1, F2, F3. La base canonique de R3. Et puis ensuite, mais je vais déjà définir les bases, non, on le fera après. Allez, donc nous allons commencer très simplement par donner l'application phi, donc de E dans F, qui donc a un vecteur à 2 coordonnées x, y, associe un vecteur à 3 coordonnées, par exemple x moins y, x plus y et 2x plus 3y. Donc première question, donner la matrice de cette application phi de C1 dans C2. Alors tant qu'on est dans la base canonique, vous allez voir que les choses sont extrêmement simples. Phi de E1, c'est donc phi du vecteur 1, 0. C'est le vecteur 1, 1, 2. Donc nous calculons phi de xy avec x égale 1 et y égale 0. Et dans la base canonique, les coordonnées, c'est 1, 1, 2. Donc c'est directement une fois F1 plus une fois F2 plus 2 fois F3. Nous faisons la même chose avec phi de E2. C'est le vecteur moins 1, 1, 3, c'est-à-dire moins une fois F1 plus une fois F2 plus 3 fois F3. Et tout ce qui nous reste à faire maintenant pour donner la matrice de phi de C1 dans C2, c'est de d'écrire en colonne les coordonnées de phi de E1 et phi de E2 relativement au vecteur F1, F2, F3. Donc là encore, j'aime bien écrire dans les cours ces petites flèches en bas et à droite de la matrice, mais ça ne doit pas apparaître dans les copies. Donc ici, les coordonnées de phi de E1 relativement à F1, F2, F3, c'est 1, 1, 2. Donc la première colonne de notre matrice, c'est 1, 1, 2. Et les coefficients de phi de E2, toujours dans cette même base, sont moins 1, 1, 3. C'est ça, oui, moins 1, 1, 3. Donc ça nous donne la deuxième colonne de notre matrice. Maintenant, nous allons garder les mêmes espaces E et F et la même application phi, mais en changeant les bases. Alors vous remarquerez d'ailleurs que on n'a pas besoin de faire tous ces calculs pour trouver la matrice. On remarque que 1, 1, 2, moins 1, 1, 3, donc les coefficients de cette matrice, on les voit directement sur l'expression de phi, puisque le 1 il se trouve là, le deuxième 1 se trouve là, et le 2 est ici. Et puis les coordonnées devant y, ce sont bien moins 1, 1 et 3. Ce qui nous donne exactement les coordonnées les coefficients de la matrice. Donc tant qu'on est dans la base canonique, tous les coefficients devant x nous donnent la première colonne de la matrice, et les coefficients devant y nous donnent la deuxième colonne. C'est très simple. Quand on change de base, c'est tout de suite plus compliqué. Donc maintenant, prenons une base B1 que nous allons appeler E'1, E'2, et nous allons choisir ces vecteurs-là. Donc ça, ce sera une base de R2. Et puis, il nous faut aussi une autre base, enfin une base pour R3. Là, nous allons la changer. Nous allons prendre une base dont nous appellerons les vecteurs F'1, F'2, F'3. Et par exemple, nous allons prendre 1, 0, moins 1, 0, moins 1, 0, et 1, 0, 1. Pourquoi pas. Ça, je vous laisse vérifier que c'est bien une base de R3. Donc nous voulons calculer la matrice de cette même application phi, mais maintenant de B1 dans B2. Donc pour ça, il faut calculer phi des 3 vecteurs de notre nouvelle base de départ. Donc il va falloir calculer phi de E'1, phi de E'2, phi de E'3, et à chaque fois les décomposer dans la base d'arrivée. Donc phi de E'1, c'est phi de 1, 1. Alors quand j'écris les coordonnées en colonne, c'est sous-entendu que je me place dans la base canonique. Donc phi de 1, 1, c'est 0, 2, 5. Et il faut maintenant décomposer ce vecteur dans la base d'arrivée. Donc là, ça peut se faire assez facilement de tête. Le coefficient 2 au milieu, forcément, nous donne moins 2 fois F'2.
Pour avoir 0 en haut, il va falloir faire F3 dans les deux. Donc nous allons avoir quelque chose du genre 5 demi. Moins 5 demi, pardon. De F'1 plus 5 demi de F'3. Donc j'espère ne pas m'être trompé, mais ça m'a l'air correct. Ensuite, phi de E'2, c'est phi de... alors je me rends compte qu'il n'y a que 2 vecteurs au départ, donc il n'y a pas de phi de E'3. Donc phi de E'2, c'est phi de 1, 0. Nous l'avons déjà calculé tout à l'heure, puisque 1, 0, c'est également E2. Donc c'est toujours moins 1, 1, 3, ça ne change pas. Par contre, maintenant, il faut le décomposer dans la base d'arrivée. Donc toujours la coordonnée du milieu nous donne le coefficient devant F'2. Et ensuite, il va falloir faire un petit calcul. Alors je vais le faire ici. Ce que j'aimerais, c'est trouver deux coefficients A et B, tels que A, F1 plus B, F3, est égal à moins 1, 0, 3. Je ne l'ai pas préparé avant, donc on va faire ça maintenant. Ça nous donne ce système, A plus B égale moins 1, et moins A plus B égale 3. Donc en faisant la somme des deux lignes, j'obtiens 2B égale 2, donc B serait égal à 1. Et en faisant la première ligne moins la seconde, j'obtiens 2A égale moins 4, donc A égale moins 2. Moins 2, je vérifie, moins 2, moins 1, ça... donc c'est totalement faux, qu'est-ce que j'ai fichu? On voit la différence des deux lignes. Donc la somme des deux lignes me donne 2B égale 2, donc B égale 1, oui. Et en faisant la deuxième ligne moins la première, j'obtiens 2A égale moins 4, donc A égale moins 2. Ah non, non, c'est tout à fait juste. Moins 2 plus 1 égale moins 1. Et je ne regardais pas les bons vecteurs. Et 2 plus 1 égale 3. Donc, c'est correct. Alors, je vais me débarrasser de ça. J'en ai plus besoin. Voilà, donc j'ai terminé. J'ai tout ce qu'il me faut maintenant. Toutes les données nécessaires pour donner la matrice dans la base, enfin de la base B1 dans la base B2 de phi. Alors, on peut remettre des couleurs comme tout à l'heure. Les coefficients devant F'1, F'2, F'3 pour phi de E'1 me donnent les coefficients de la première colonne de cette matrice. Et les coefficients les coordonnées dans F'1, F'2, F'3 de phi de E'2 me donnent les coefficients de la deuxième colonne de la matrice. Voilà. Donc on remarque que cette matrice n'est pas du tout égale à la matrice de la même application phi, mais relativement à C1 et C2. Lorsque l'on change les bases, que ce soit au départ ou à l'arrivée, même si on n'en change qu'une, cela change les coefficients de la matrice. Alors évidemment, on ne peut pas pour autant dire que ces matrices n'ont rien à voir, puisqu'elles sont toutes les deux reliées à la même application linéaire. Mais comment est-ce que l'on peut passer de l'une à l'autre? Quel est le lien entre ces deux matrices? Ça, ce sera l'objet d'une section ultérieure dans ce chapitre. Alors, nous pouvons donner un autre exemple, avec des polynômes, par exemple. Prenons E égale R3 crochet X. Nous allons prendre la base canonique au départ, comme base de départ. Et puis, comme base à l'arrivée, je vais en choisir une autre. Ou l'inverse, je vais prendre B au départ, C à l'arrivée. Et comme base donc B au départ, je vais prendre x moins 1, x carré, x plus 1 et x cube. Bon, c'est pas très compliqué non plus de vérifier que c'est une base. Je voudrais calculer la matrice de B dans C d'une certaine application U. Et pour U, je vais prendre l'application de E dans E, qui a un polynôme P, va associer x fois P', plus 2P et moins 1, par exemple. Bon, exemple pris au hasard.
nous pouvons vérifier que si p est de degré au plus 3, p' sera de degré au plus 2, donc même en le multipliant par x, nous gardons un polynôme de degré au plus 3, et 2p-1 sera également de degré au plus 3. Donc u est bien une application de e dans e. Et quant à la linéarité, c'est assez classique, je vous laisse regarder. Donc si je calcule u du premier vecteur de ma base b, donc u de x1, j'obtiens x plus 2 fois x moins 1 moins 1, ce qui, après simplification, me donne moins 3 plus 3x. Si je calcule u du second vecteur de ma base b, donc u de x2, j'obtiens 2x2, plus encore 2x2 moins 1, donc moins 1 plus 4x carré. U du troisième vecteur x plus 1 est égal à x plus 2 fois x plus 1 moins 1, c'est-à-dire 1 plus 3x. Et pour finir, u du quatrième et dernier vecteur de la base, donc x3, c'est 3x3 plus 2x3 moins 1, donc moins 1 plus 5x3. Bon, toujours le même principe, hein, vous verrez que c'est de toute façon toujours le même principe. Une fois que vous l'aurez bien compris, la plupart des choses que nous ferons dans ce chapitre vous paraîtront simples. La matrice de B dans C de U, à nouveau, j'écris les coordonnées de U de x-1 en première colonne dans la base canonique, puisque j'ai pris cette base canonique comme base d'arrivée. Et j'obtiens donc moins 3, 3, et alors après il y a des zéros, alors je vais peut-être pas toutes les écrire, puisque comme il y a beaucoup de zéros, ce sera peut-être pas très parlant, vous n'aurez pas de mal à vous rendre compte que ça nous donne moins 3 fois 1, plus 3 fois x, plus 0 fois x2, plus 0 fois x3. Et l'on continue avec u de x2, u de x plus 1, et pour finir u de x3. Donc pour x carré, nous avons trouvé moins 1 plus 0 fois x, plus 4 fois x2, plus 0 fois x3. Pour u de 1 plus x, 1 plus 3 fois x, plus 0 fois x2, plus 0 fois x3. Et pour u de x3, moins 1 plus 0 fois x, 0 fois x2, et 5 fois x3. Donc voilà pour un nouvel exemple. Nous pouvons également travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire, si par exemple je prends E égale R3, F égale R2, je vais prendre B comme base de R3, comme nous allons appeler E1, E2, E3, ces vecteurs, et nous allons par exemple prendre cette base-là. Allez, celle-ci. Et comme base d'arrivée, donc base de R2, nous appellerons ces vecteurs F1, F2, ils formeront la base C. Et nous prendrons ces deux vecteurs-là, par exemple. Et nous considérons la matrice M égale à 1, moins 2, 4, 5, 0 et 2, par exemple. Donc c'est bien une matrice qui a autant de colonnes que l'espace de départ et autant de lignes que l'espace d'arrivée. C'est pour ça qu'on peut se demander la question, existe-t-il une application phi linéaire, je vais l'appeler U. J'ai l'impression que dans le cours, je les ai plutôt noté U. Donc U de E dans F, dont la matrice dans la base, enfin de la base B dans la base C, soit égale à M. Donc c'est le problème inverse. Au lieu de donner l'application linéaire et de chercher la matrice, si l'on part de la matrice, est-ce que l'on peut retrouver l'application linéaire? Donc pour ça, il faut décoder un peu ce que ça voudrait dire que la matrice de U soit égale à M. Donc c'est une analyse synthèse, même si nous allons pouvoir raisonner par équivalence. Donc on fixe une application linéaire U dans F, et dire que la matrice de U est égale à
à M, c'est équivalent à dire que U de E1 est égal à F1 moins 2F2. Alors là aussi, il faut bien comprendre que la première colonne, ses coefficients sont 1 et moins 2. Ça nous donne les coefficients, enfin les coordonnées dans la base F1, F2 de l'image par U du premier vecteur de la base B, qui est la base de départ. Et nous faisons pareil avec ce que nous apprennent les deux autres colonnes de la matrice. La deuxième colonne nous donne les coordonnées de U de E2 dans la base F1, F2. Et la troisième colonne nous donne les coordonnées de U de E3. Donc 0 fois F1 plus 2 fois F2. Alors nous allons noter G1, G2, G3, ces trois vecteurs. Et nous allons faire appel à un théorème que nous avons vu dans le chapitre sur les applications linéaires. Nous savons qu'il existe une unique application linéaire U de E dans F, telle que U de E1 est égal à G1, U de E2 est égal à G2 et U de E3 est égal à G3. Car E1, E2, E3 est une base de E. D'accord ? Ça répond directement à la question. Nous savons qu'il existe une matrice U, une application linéaire U et qu'elle est unique. Par contre, peut-on donner une expression de U? Là, pour ça, nous pouvons continuer les calculs. Donc, si nous prenons un vecteur quelconque x, y, z dans R3, si l'on veut retrouver l'expression de U de x, y, z, il va falloir décomposer x, y, z dans la base B. Et une fois que nous avons x, y, z en fonction de E1, E2, E3, nous pouvons calculer U de x, y, z par linéarité. Donc, ça doit être possible de résoudre ça de tête. Le seul vecteur qui a une coordonnée non nulle en troisième position parmi E1, E2, E3, c'est E2. Donc de toute façon, forcément, ici, nous aurons z fois le vecteur 0, 1, 1. Ça nous donne une coordonnée égale à z sur la deuxième coordonnée, mais nous voulons y. Et E1 est le seul autre vecteur qui a une coordonnée non nulle sur la deuxième coordonnée. Donc ici, il faudra prendre y moins z. Et donc, comme notre dernier vecteur, c'est 1, 0, 0, nous avons déjà y moins z en haut, nous voulons x, il va falloir prendre x moins y plus z. Ok, donc si on vérifie très rapidement, pour la première coordonnée, c'est bon, la deuxième aussi, la troisième aussi. Donc, x, y, z, nous l'avons décomposé dans la base E1, E2, E3. Non. X moins y plus z fois E3. Donc, si nous reprenons notre équivalence, la matrice de U de B dans C est égale à M, si et seulement si, pour tout x, y, z dans R, je vais mettre sur une autre page pour continuer, c'est pas très grave, phi U de x, y, z est égal à y moins z fois U de 1, plus z fois U de E2, plus x moins y plus z fois U de E3. C'est-à-dire y moins z fois U de E1. Alors U de E1, nous avions calculé que c'était le vecteur G1. Il va falloir que je revienne un peu en arrière. Le vecteur G1, c'était F1 moins 2F2, c'est-à-dire le vecteur, alors 1 en première coordonnée, et moins 3, 1, moins 3. U de E2, c'est 4F1 plus 5F2, donc 4 et 1.
Et pour finir, U de E3, c'est 2 fois F2, donc le vecteur 0, 2. Voilà. Donc après simplification, première coordonnée, combien de X? Aucun. Combien de Y? Un seul. Et combien de Z? Moins 1 et 4, 3. 3Z. Et en deuxième coordonnée, nous avons 2X. Des Y, nous en avons moins 3, moins 2, moins 5. Et des Z, 3 et 1, 4 et 2, 6. Donc, la seule application U convenable, c'est l'application U de R3 dans R2, qui a un vecteur X, Y, Z, associe le vecteur Y plus 3Z, 2X moins 5Y plus 6Z. Une fois que nous avons trouvé cette expression, une bonne chose est de faire une vérification. Bon, au brouillon, hein, en général, on ne le fait pas sur la copie. Nous voulions calculer U de E1, et il fallait que ce soit égal à... alors, retrouvons un peu les expressions. Donc, U de E1, E1 c'est 1, 1, 0, il fallait que ce soit égal à 1 fois F1 moins 2 fois F2. Donc U de E1, c'est U de 1, 1, 0. Nous trouvons ici 1 moins 3. Et F1 moins 2 F2. F1 moins 2 F2. Donc F1 c'est 1 moins 1, F2 c'est 0, 1. Donc ça fait bien 1 moins 3. Check. Donc c'est bon pour U de E1. À faire aussi pour U de E2. Et U de E3, ce que je ne vais pas faire ici, mais j'espère ne pas m'être trompé. Voilà, alors, d'ailleurs, sur ce dernier exemple, nous voyons qu'à partir de la matrice M, nous pouvons retrouver l'application U, et on a vu qu'il y a une unique application qui est convenable, en tout cas sur notre exemple, mais en fait c'est toujours vrai. Si l'on garde les mêmes notations, à savoir E, KEV, B, une base E1, EP de E, F, là aussi, un KEV de base C égale à F1, Fn. Si M est une matrice de taille NP à coefficient dans K, il existe une unique application linéaire U de E dans F, telle que la matrice de cette application U de B dans C soit égale à la matrice M que nous avons fixée là. Bon, la démonstration, tout simplement, nous allons refaire dans un cas plus général ce qui a été fait sur l'exemple. Des mots, donc je ne vais pas le détailler intégralement. Nous fixons une application U linéaire de E dans F, et dire que la matrice de U de B dans C est égale à M, c'est équivalent à dire que pour tout J de 1 à P, U de EJ est égal à un vecteur GJ avec GJ égale, alors là, là encore, il faut décoder ce que veut dire la matrice. Dire que M c'est la matrice de U de B dans C, ça veut dire que la JM colonne de cette matrice nous donne les coordonnées de U de EJ dans la base d'arrivée, c'est-à-dire somme des MIJ FI. Avec ici M de manière tout à fait standard, nous noterons MIJ, ses coefficients. Hein. Donc ça veut dire ça. Or, donc même conclusion que dans l'exercice, on sait
qu'il existe une unique application MEU vérifiant cela. Et la conséquence de... C'est un corollaire, mais enfin nous allons l'appeler théorème puisqu'il est quand même important. La conséquence de ce théorème que nous venons de voir, c'est que avec les mêmes notations, donc E, B, F, une base C, l'application phi qui va de L de E dans F et qui a une application linéaire U qui va donc de E dans F, associe sa matrice relativement aux bases B et C. Alors donc l'espace d'arrivée, ce sera l'ensemble des matrices de taille NP. Cette application phi est un isomorphisme. D'accord ? La démonstration, ça va aller vite puisque la bijectivité résulte du théorème précédent. Quant à la linéarité, je vous la laisse en exercice. Elle n'est pas compliquée. Et il me semble bien que de toute façon, elle est détaillée dans le PDF, dans le cours. Voilà donc pour ce résultat. Alors nous pouvons finir par deux remarques. Première remarque, si E est, on va dire, l'espace vectoriel de dimension P le plus simple, c'est-à-dire K puissance P, et F c'est K puissance N, si B et C sont les bases canoniques de E et F, si M est une matrice de taille NP à coefficient en K, l'application U unique de E dans F, telle que sa matrice de la base canonique dans la base canonique, soit égale à M, et l'application canoniquement associée, donc l'application linéaire, canoniquement associée à M. Et cette application, nous l'avons vue au tout début du chapitre. Nous avons dit, voilà, quand nous prenons une matrice M, en gardant exactement le même coefficient que dans M, nous obtenons les coefficients qui interviennent pour définir une application linéaire de K puissance P dans K puissance N, que l'on appelle l'application canoniquement associée à cette matrice. Eh bien, ce n'était qu'un cas particulier de la construction que nous venons de faire là. Nous venons de faire un lien entre les matrices et les applications linéaires lorsque nous fixons deux KEV quelconques E et F, de dimension P et N, munis chacun d'une base quelconque. Et bien là, dans le cas où nous avons des K puissance quelque chose avec des bases canoniques, nous retombons sur la définition de l'application linéaire canoniquement associée à M. Et je vais finir par une question qu'il est assez naturel de se poser. Si B et C sont deux bases d'un EVE, que dire de la matrice de B dans C de l'application identité? Et en particulier, est-ce qu'il y a un lien avec la matrice identité? Alors, si la base B est égale à la base C, et que ces deux bases, nous nommons E1, EP, leur vecteur. Pour tout J, identité de E du vecteur EJ, c'est évidemment EJ. Donc c'est 0 fois E1, plus, etc. jusqu'à 0 fois EJ-1,
plus 1 fois EJ plus 0 fois les autres. Donc la matrice de l'application identité de B dans B, c'est la matrice où, dans la colonne J, nous allons donner les coordonnées de EJ dans la base E1EN, E1EP. Et dans ces vecteurs, nous avons bien EJ. Donc, dans la jème colonne, nous n'avons que des 0, 1, 1 en jème position, et ailleurs des 0. Et si nous faisons ça pour toutes les colonnes, nous voyons que, bien évidemment, nous tombons sur la matrice identité de taille P, d'ordre P. Par contre, si la matrice B n'est pas égale à la matrice C, si la base B n'est pas égale à la base C, alors pour simplifier, on va prendre un exemple. Par exemple, B c'est la famille E1EP, C c'est la famille F1 FP, et on suppose que ce sont directement les deux premiers vecteurs qui ne sont pas les mêmes. Bon, dire que les deux bases ne sont pas les mêmes, c'est dire que l'un des vecteurs en position I de B n'est pas égal au vecteur en position I de la base C. Bon, par exemple, ici, prenons I égale 1 pour simplifier les choses. L'image par l'identité du vecteur E1, c'est bien entendu E1, et ça n'est pas F1. Donc, dans la base d'arrivée, E1, nous pouvons l'écrire A1, F1, plus A2, F2, etc. jusqu'à AP, FP, avec ce PUPLé de coordonnées A1 jusqu'à AP, qui n'est pas égal au PUPLé 1, 0, 0, 0. Sinon, ça voudrait dire que E1 est égal à F1. Donc, A1, AP est la première colonne de la matrice de l'identité de B dans C. Et ce n'est pas la colonne avec un 1 et ensuite que des 0. Donc la matrice de B dans C de l'application identité n'est pas la matrice identité. Donc il faut se souvenir de cette conclusion. La matrice de B dans C de l'application identité est égale à la matrice identité si et seulement si la base B est égale à la base C. Sinon, il n'y a aucun lien entre cette matrice et la matrice identité.